Protégé par la lisière d'une forêt de chênes à l'est de l'Odève, le prieuré Saint-Michel de Gramont s'élève à 440 mètres d'altitude pour dominer la vallée de l'Hérault au cœur du territoire de la commune de Saint-Privat. Cet ancien monastère, fondé en 1259 par Guillaume de Cazouls, reste l'un des mieux préservés des prieurés de l'ordre de Gramont. Un ordre qui vit le jour vers 1076 dans la région de Limoges par l'ermite Étienne de Muret. Classée monument historique et sacralisée, cette propriété dévoile d'entrée aux visiteurs son architecture simple et harmonieuse, entièrement vouée à l'archange Saint-Michel. On retrouve ici une pierre de récupération, cette pierre au-dessus de la porte avec des lettres romanes, c'est la pierre dédicace à la chapelle Saint-Michel. Pourquoi Saint-Michel ? Saint-Michel est considéré comme un porteur de la lumière, chasseur des mauvais esprits. C'est-à-dire, il devait purifier le lieu des forces païennes, des forces des mégalithes, qui étaient toujours considérées comme des monuments rituels, anciens, négatifs. Donc il fallait purifier vraiment ce lieu et on fait appel bien sûr à la force de Saint-Michel. On retrouve d'ailleurs à l'intérieur de cette petite chapelle du XIVe siècle 2 vitraux qui nous rappellent bien sûr le sujet qui concerne le lieu, c'est Saint-Michel au fond. À gauche et puis à droite, c'est Saint-Étienne, le majeur lapidé en lien avec Saint-Étienne de Muret, fondateur de l'ordre de Gramont. Cette partie, au départ, était réservée, c'était la chapelle privée du prieur au début du XIVe siècle, mais après, elle devient vraiment chapelle des pèlerins, des gens de l'extérieur. Plus loin, à l'intérieur de l'édifice, l'hôtellerie. C'est dans cette salle, seule pièce chauffée de tous les prieurés, que les moines accueillèrent jadis les pèlerins. C'est une architecture originale dans le sens où tous les prieurés de l'ordre de Gramont, parce qu'il y en a eu 150 en France du même dimension, entre, je dirais, le quadrilatère qui fait entre 30 et 40 mètres, donc avec une exposition de toutes les pièces systématiquement au même endroit. On est dans l'art roman, typique, vous verrez dans l'église, totalement dénudée. Les seuls ornements qu'on va retrouver, ce sont les chapiteaux des colonnes, c'est le seul ornement qu'il puisse y avoir, donc ça dénote l'austérité de la règle de Saint-Michel de Gramont. La visite se poursuit vers le cloître, où le silence s'impose comme la seule règle à observer. Ce cloître déjà, il est sobre. Nous avons une particularité au-dessus de nous, c'est une cheminée romane, circulaire, qui a été déportée, mais elle est, je dirais, au niveau de la structure, entièrement intacte. Du cloître, on peut voir aussi le clocheton. Ce clocheton qui a sa particularité, on pense que c'est un prieur qui a dû aller en croisade. Donc on retrouve un petit peu de l'architecture byzantine. C'est effectivement le joyau un petit peu de notre domaine. C'est vrai qu'on est sur une architecture romane assez effectivement solide, avec des piliers, je dirais, conséquents, mais ça inspire effectivement le recueillement et la spiritualité. Ceux qui sont sensibles, à mon avis, ils feront attention.
Nous voilà dans l'église, typiquement romane. Ce prieuré contenait une douzaine de moines. Vous vous rendez compte un petit peu le volume et la surface de cette salle. D'où je dirais la forte énergie de ces moines-là. Derrière moi, le chœur, typiquement gramontin, un petit peu plus large que la nef. Particularité avec, je dirais, une voûte dite en porte de four. Derrière moi aussi le triplet gramontin qui permet d'amener la lumière pour les offices. Cette église, à une certaine époque, par l'avant-dernier propriétaire, est devenue un chai. Aussi, je dirais, une église avec très peu d'ouverture. Et une ouverture originelle se trouve au nord qui permettait aux pèlerins, pour les grandes occasions, Noël, Pâques, de pouvoir assister aux offices. Ce lieu, pour moi, il est chargé d'histoire, parce que je connais un petit peu l'histoire. Je sais qu'il y a un évêque, Guillaume de Cazoul, qui a été enterré dans cette église. Dans Giray, on est dans un lieu fort, un lieu quand même qui ne laisse pas anodin. Et moi, le premier, bon, quand on y vit, quand on le côtoie, on en est amoureux. Derrière moi, l'escalier qu'on pourra voir quand on va rentrer dans la salle capitulaire. Cet escalier-là, c'est l'escalier qui amène au dortoir des moines. Un dortoir commun, sans cellules. Cette partie-là n'est pas visitable à ce jour parce que ça a été modifié par les propriétaires successifs. Mais on peut remarquer, je dirais, l'usure des pierres, des marches. C'est quand même à voir et on ressent l'histoire du lieu. Nous voilà maintenant dans la salle capitulaire, la salle du chapitre. Les moines se réunissaient tous les jours pour gérer la vie spirituelle, la vie ecclésiastique et même la vie temporelle. C'est là où effectivement le prieur enseignait les moines sur, je dirais, le temporel, les acquisitions ou éventuellement les donations qui avaient été faites aux moines. C'est là aussi les moines régissaient leur vie et accusés de leurs fautes. C'est le seul endroit où les moines pouvaient parler, tant et soit-il qu'ils aient eu l'autorisation du prieur. Donc effectivement, c'est un ordre où chanter, mais pas de parole. Derrière, c'est le cellier. C'est là où effectivement les moines, les convers, stockaient les outils et les denrées nécessaires pour la vie communautaire. Et vous verrez derrière moi, la sortie, je dirais, du cellier n'est pas directe, elle est perpendiculaire. Ceci pour éviter à ce que le jour rentre pour détériorer les denrées et notamment le vin. Il faut savoir que les moines avaient autorisation de boire du vin, mais additionné d'eau et en petite quantité. Nous venons de longer le bassin où les moines conservaient les poissons, parce qu'il faut savoir que dans la règle, ils n'avaient pas le droit de manger de viande. Pas manger de viande parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir d'animaux. Les animaux peuvent attirer des sentiments, les seuls sentiments, c'est Dieu. D'où la nécessité de pouvoir se restaurer éventuellement avec du poisson. Maintenant, nous allons vers le cimetière, dans lequel les moines venaient systématiquement, tous les jours, prier sur leurs défunts. On peut remarquer derrière moi 2 tombes visigothiques, d'où le respect des moines sur l'histoire, sur leur passé. Et sur ma gauche, les tombes des moines, sur lesquelles effectivement les moines venaient systématiquement prier tous les jours. Le circuit ne s'achève pas ici. Par-delà l'enceinte du prieuré, un autre monde s'ouvre aux promeneurs, rempli de témoignages historiques et de croyances ancestrales.
Le prieuré, situé au contrefort du Larzac, sur un site occupé depuis la préhistoire, domine un paysage grandiose. On peut imaginer les contreforts du Larzac, cette masse puissante d'écorce du Larzac, après le plateau même de Gramont, à 430 mètres d'altitude, qui s'ouvre sur la plaine. Et on voit un très beau panorama devant nous depuis ce site. On voit le rocher des Vierges qui nous sépare de Saint-Guilhem-le-Désert, la plaine de l'Hérault qui s'ouvre sur la plaine montpelliéraine, la mer, juste en face le mont Saint-Clair à 7, un peu plus loin le mont Saint-Loup au Cap d'Agde, le dernier volcan du Massif central. On peut imaginer cette chaîne volcanique qui descend du Puy-de-Dôme, du Massif central. Elle traverse la région et plonge dans la mer au Cap d'Agde. On est au Belvédère, bien sûr, d'où on observe ce magnifique panorama, d'ailleurs avec le lac du Salago qui se trouve à 10 km, un vol d'oiseau d'ici. Sinon, on voit quelque chose de très curieux sur le site même, ce qu'on appelle le site rituel du néolithique. Il faut relativiser un peu, mais quand même, on voit les pierres très particulières. Déjà devant nous, on peut dire un sanctuaire, par sa position même, qui est orienté sur le mont Saint-Clair. Ce n'est pas le hasard peut-être. Le mont Saint-Clair, c'est la montagne, le symbole de l'élévation que l'on recherchait toujours, fasciné par l'espace, n'est-ce pas? Et donc souvent, les sites rituels de cette époque-là sont orientés sur les montagnes qui dominent le paysage. Le bon sens nous dit que peut-être les moines aussi utilisaient cette pierre à l'époque plus tardive pour tremper les plantes médicinales puisqu'ils soignaient les malades. Donc voilà, on retrouve quelque chose, un pressoir peut-être aussi de l'époque plus proche de nous. Si on s'installe ici un instant, seul, dans le silence, alors on plonge dans cette sérénité, dans cette nature qui évoque encore la garrigue, n'est-ce pas? Et on a envie de méditer des heures et des heures, ce que faisaient les moines d'ailleurs. C'était des moines contemplatifs, des moines ermites. Devant une pierre, ou plutôt plusieurs pierres groupées d'une manière assez particulière, toutes les pierres ont des vasques, cupules comme on dit, c'est-à-dire c'est le résultat de l'érosion, mais apparemment l'homme a su utiliser la pierre qui l'entourait, n'est-ce pas? Donc par exemple ici, on voit une ouverture très particulière, une cuvette où on peut collecter l'eau de la pluie. Devant, il y a un petit siège. Peut-être il faisait des ablutions rituelles, curatives ici à tous les temps. Un peu plus loin, d'autres pierres à cupules. Donc voilà, le bon sens nous dit aussi que peut-être l'homme n'ignorait pas ces pierres, ni les moines, ni l'homme de la préhistoire, en utilisant ces pierres comme des pierres rituelles. Nous empruntons maintenant le sentier qui nous amène au dolmen de Costeau-Rouge, notre célèbre dolmen, à travers ce massif des cis de Montpellier qui seront bientôt en fleurs. Mais on voit déjà d'autres fleurs, la lavande de papillon, regardez, vraiment ce sont les premières fleurs qui apparaissent. Nous sommes ici dans un massif de la garrigue, donc on voit les chênes verts, les arbousiers, l'érable de Montpellier. Sinon, c'est les euphorbes, les plantes aromatiques, voilà un peu ce qu'on retrouve dans ce parc sauvage qui est assez grand. Il a 30 hectares clôturés pour les animaux, les cervidés qui gambadent dans le parc, qui sont admirés par nos visiteurs. On
arrive dans quelques instants au dolmen, on a parcouru pratiquement le circuit que nous proposons à nos visiteurs qui font la visite avec les audioguides. Sinon, bien sûr, sur le site, il y a plusieurs formats de visites. Les visites guidées pour des groupes, pour des individuels, les visites thématiques, les visites spéciales enfants. Voilà, ça se fait à plusieurs types de visites selon la demande de nos visiteurs. Et voilà notre célèbre dolmen de Côte Rouge en occitan, puisque la pierre autour du dolmen est colorée de l'oxyde de fer, ce qui a donné le nom à ce dolmen. D'ici, on voit très bien, derrière le dolmen, les deux montagnes qui font partie de la chaîne volcanique du Puy-de-Dôme, le volcan Brandou. On s'approche un peu pour découvrir le dolmen depuis sa porte, puisque c'est un dolmen qui est très particulier. Il a une porte, une ouverture, un trou de four, ce qui le rend vraiment unique, peut-être unique en France, on peut dire. C'est pas par hasard qu'il a été classé monument historique, justement à cause de cette architecture très particulière. Si on regarde bien, on voit qu'il est mal placé, un peu asymétrique, mais il est beau, il est harmonieux. Les moines de Gramont, en arrivant ici, normalement, d'après la règle de Saint-Martin, devraient détruire le dolmen, se débarrasser des monuments païens. Mais ils les ont plutôt intégrés dans leur vie spirituelle. Ils les ont christianisés. Si on avance un peu sur l'orthostat droit, on peut voir au milieu de l'orthostat une croix. On dit que c'est la croix faite par les moines pour christianiser le dolmen. C'est ici qu'ils faisaient les cures pour les gens malades de la peau. Ils les allongeaient sur la table, là où il y a les petites cupules avec l'eau pleine d'énergie, peut-être l'eau de la pluie. Donc ils frottaient les malades avec cette eau, les malades guérissaient, et voilà ce qui a donné un autre nom à ce dolmen, le dolmen guérisseur. Peut-être c'est une légende, mais cette légende a sauvé le dolmen. On n'est pas venu chercher ici une dalle pour construire un habitat ou une digue. On n'approchait pas, c'était mystérieux, un peu dolmen guérisseur, on ne le touche pas. Et voilà, comme ça, il a survécu au travers des siècles. Depuis le départ en 1773 des deux derniers moines et la nomination du domaine en propriété privée dès 1791, le prieuré de Saint-Michel de Gramont s'est forgé la réputation d'un véritable havre de sérénité, d'un refuge loin du bruyant trafic sonore des villes, et nous rappelle à quoi ressemble le silence. Ici, les tourments de l'âme battent en retraite pour laisser place à la méditation.